costume, pour moi, c'est un des costumes vraiment emblématiques du cinéma. Ce qui était intéressant avec ce costume-là, c'est que le costume masculin chez une femme, c'est que ça crée un personnage de femme fatale. Dans l'expo, il y a quand même des pièces très fortes qui sont des vraies créations de mode. Du 6 octobre au 16 janvier, la Cinémathèque française présente l'exposition Cinémode, une sélection de costumes de cinéma par le créateur de mode Jean-Paul Gaultier. Il y réunit des créations qui lui ont donné envie de devenir couturier, qui ont inspiré certaines de ses collections. Profession costumière zoome sur certaines de ces pièces pour les analyser avec des créatrices de costumes, comprendre ce qui les rend aujourd'hui encore inspirantes et d'actualité. Je suis Céleste Durand et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Alice Cambournac, qui était également mon invitée pour le 3e épisode du podcast, c'était en octobre 2019. La créatrice a notamment signé les costumes de La Prière et Fête de famille de Cédric Kahn, Divine de Ouda Benyamina, Les Sauvages, la série de Rebecca Zlotowski. Bienvenue Alice. Salut Céleste. Ravie de te retrouver. Bah ouais, moi aussi. Alors pour cette interview, tu as choisi de nous parler d'un costume de la sélection Jean-Paul Gaultier pour cette exposition Cinémode. C'est un costume qui est dans Morocco. Et puis aussi de nous parler plus largement de l'évolution du rapport entre mode, costume et réalisme. Tout à fait. Pour donner un peu le programme. Et du coup, je te propose de commencer par parler de Morocco, qui s'appelle aussi Cœur brûlé en VF. À ne pas confondre avec la série de TF1. Exactement, dont on pourra parler dans un autre épisode. Ou pas. Donc ce costume, c'est un smoking qui est signé Travis Benton. C'est donc un film de Joseph von Sternberg, Morocco. Et c'est le premier film du duo allemand von Sternberg et Marlène Dietrich aux États-Unis. Ils avaient déjà tourné ensemble, bien sûr, en Allemagne. Et c'est leur premier film à Hollywood, tout à fait. Et la comédienne, d'ailleurs, on en parlait, ne parlait pas anglais quand elle a tourné ce film. Elle a appris tout son rôle en phonétique, ce que je trouve quand même assez incroyable. Bon, elle ne parle pas tant finalement dans le film. Non, mais elle parle un peu français aussi. Les Allemands sont très très bons en langue, d'une manière générale. En termes d'accent, ils sont assez bons. Et dans le film, elle interprète une chanteuse de cabaret désabusée qui part travailler au Maroc. Et ce smoking, c'est le second costume dans lequel on la voit dans le film. C'est un costume de scène qu'elle porte pour son premier show dans le club qu'il a embauché. Donc, est-ce que tu peux commencer déjà par nous décrire ce costume ? Bah oui, bien sûr. Surtout, c'est un costume... je vais vous le décrire, mais c'est quand même... je sais pas pour toi, mais quand tu penses à Marlène Dietrich, pour moi, enfant, c'est vraiment l'image que tu as d'elle, c'est cette photo en noir et blanc. Il y a une photo très connue où elle est assise sur un fauteuil avec les jambes croisées, avec son haut de forme et son truc. Donc c'est vrai que c'est quand même peut-être le costume le plus emblématique de Marlène Dietrich. Et puis on y reviendra après. Pourquoi aussi ça a eu un tel impact, un costume de scène a eu un tel impact aussi sur la société, parce que c'était vraiment le cas pour le coup pour cette pièce-là. Alors écoute, c'est un costume 3 pièces, voilà, un complet, comme on pourrait dire. Pantalon, donc elle a un pantalon taille haute, la large jambe fluide, voilà, avec cette petite bande de satin qui est assez caractéristique sur le côté qui cache les coutures. Elle a une veste, alors c'est pas vraiment, c'est un genre de smoking là, ce qu'elle a là, mais le smoking l'histoire du smoking c'est un petit peu plus long que ça, mais là elle a comme une veste queue de pie avec le revers en satin, qui est une veste queue de pie d'ailleurs. Elle a un gilet, je sais pas s'il est croisé, on voit pas bien, qui est genre écru ou blanc. Elle a une chemise plastron, comme ça se faisait avec le plastron là, qui maintient la chemise de manière un peu rigide. Elle a un col smoking cassé et un nœud papillon, un chapeau claque, c'est-à-dire un haut de forme qui se remonte avec les ressorts ou qui s'aplatit comme une crêpe. Et elle avait des chaussures, je me souviens, ça m'avait marqué, elle a des chaussures un peu vernies, des chaussures d'homme, des derbys vernis, et une pochette dans la poche, une pochette blanche. Tout ça est noir et blanc, bien sûr, le principe de ce type d'habit de soirée. Et elle porte une bague, ça m'avait marqué dans le film. Elle a une bague hyper féminine, justement, elle a comme une bague de fiançailles avec un gros diamant dessus. Oui, qui est pour le coup le seul accessoire très féminin qui dénote vraiment. Voilà. Et c'est vrai que c'est une image très 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 emblématique, qui contraste d'autant plus qu'elle a une espèce de visage poupon assez doux avec ses grands yeux de biche, etc. Et que surtout non seulement elle emprunte, en fait c'est la première fois au cinéma qu'apparaît une femme en pantalon. C'est aussi la première fois dans la même scène qu'une femme embrasse une femme. Donc c'était quand même une petite révolution, dès qu'en 1930, c'est quand même un petit peu loin tout ça. Et ce qui est assez extraordinaire, je trouve, dans cette tenue, parce que moi c'est une image forte, comme on peut en avoir de Marilyn, ou comme des espèces d'images clés comme ça de l'histoire du cinéma,
c'est ce mélange, effectivement, c'est cette puissance qui se dégage du mélange masculin-féminin. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire que dans les années 30, à l'époque, d'ailleurs, elle rentre dans le film, la scène où elle apparaît sur la scène du cabaret, là, au Maroc, machin, habillée comme ça, elle se fait siffler par l'intégralité de la salle. À l'époque, ça, porter qu'une femme soit en tailleur, le mot tailleur, pour une femme, c'était veste-jupe. Ouais. Ça datait du 19e siècle, où elles avaient des ensembles, en 2 parties, veste-jupe. La notion de tailleur, c'est devenu appelé tailleur-pantalon, mais genre dans les années 50. Il y avait déjà des femmes qui portaient quelques pantalons à l'époque, on parle de Chanel, de Coco Chanel, etc. Mais avec une veste, ça ne se faisait absolument pas du tout. Mais absolument pas du tout. Oui, là, c'est scandaleux quand mais non, arrive, mais c'était... Déjà, il y avait c'était dans la vie réelle, c'était que dans la société, il y avait des femmes un peu à la mode, on va dire des grandes élégantes, qui dans les années 30 portaient des pantalons, c'était la fin des années folles, etc. Mais il faut savoir qu'on pouvait s'arrêter, jusque dans les années 50, on se faisait refouler des restaurants, arrêter dans la rue pour être habillé comme ça. C'était extrêmement subversif. Et du coup, dans cette scène-là... c'est important de replacer dans le contexte, parce qu'on a du mal à se rendre compte on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais c'était un scandale, c'était énorme. Et en même temps révolutionnaire, parce qu'en même temps, et c'est très propre à Marlène Dietrich d'ailleurs, qui est souvent une icône du féminisme, ou des minorités gays, etc. Parce qu'elle a osé transgresser à une époque où ça ne se faisait pas. Alors, c'est pas elle toute seule, je pense que c'est aussi dans le scénario, c'est aussi le costumier, justement, etc. Mais la manière, au-delà de... Pour ceux qui reverront, je pense que la séquence, elle doit se trouver sur YouTube. Il suffit de taper, à mon avis, Morocco, Marlène Dietrich, smoking, et puis sur YouTube, il y a juste extrait. Ce qui est au-delà de cette tenue qu'elle porte... parce que là pour le coup il est fait sur mesure sur elle, et ils essayent même pas en plus de la féminiser tant que ça. Tout est dans la coiffure, le maquillage, où elle reste très féminine, mais ils ont quand même gardé les coupes du vêtement masculin, toute taille haute, tout est très collé à ce qu'aurait porté un homme à l'époque. Même si la veste est très ajustée, mais ça l'était aussi tout autant sur les hommes. Oui, c'est ça, mais c'est pas particulièrement. Elle a pas un truc moulant, voilà, c'est ça. Non, c'est pas du tout décolleté ni rien. Ils ont vraiment gardé vraiment copié-collé sur elle cet habit masculin. Et au-delà de l'habit, c'est l'attitude qu'elle a dans la scène. C'est incroyable, de nonchalance. Elle débarque avec une main dans la poche, elle fume de l'autre, elle s'assied avec les jambes écartées sur une rambarde, elle drague des mecs en leur balançant des petites roses au visage. Oui, il y a vraiment un jeu de rôle. Mais qui est fait exprès. Complet. Voilà, c'est une volonté dans ce film-là de raconter ça, en fait, si tu veux. Et ça a été extrêmement révolutionnaire au moment où c'est sorti. Ça a fait un scandale retentissant. Et évidemment, c'est devenu un peu à la mode pas de porter des smokings, mais en tout cas que les femmes se mettent en pantalon, etc. Dans la haute société dès les années 30. Il y a eu un truc de revendication, plus la révolution de l'époque, plus les mœurs et les deux guerres qui ont fait que la nécessité parfois aussi de porter des pantalons, parce que pas le choix pour travailler, parce que voilà. Mais c'était vraiment, c'est une pièce extrêmement forte, aussi bien au cinéma, parce que c'est véritablement ce qui a rendu célèbre. Il y a eu L'Ange Bleu évidemment et d'autres films, mais ça c'était quand même ce film Morocco a été quand même un très très gros succès aux États-Unis, avec des récompenses, tout ça. Et surtout, c'est un film qui, je pense, au-delà du chef-d'œuvre, parce que c'est vraiment considéré comme un chef-d'œuvre, le costume, pour le coup, a joué un double rôle à la fois dans l'histoire. Dans l'histoire, c'est ça qui fait qu'elle fascine les hommes, parce qu'elle débarque avec cette espèce d'assurance, cette nonchalance, dans des codes qui ne sont pas censés être les codes féminins de désir, parce qu'elle est censée être là quand même pour entretenir la galerie et se trouver un riche protecteur. On revient quand même à un petit basique derrière tout ça. Voilà, on est quand même sur une petite basique, un petit basique. Et du coup, elle bouleverse ça à l'écran, donc c'est déjà un choc, machin. Mais en plus de ça, par rapport à l'époque, ça a eu une influence par rapport à l'époque et sur des générations futures. Même aujourd'hui encore, c'est un symbole. Donc c'est un costume qui a été très, très important. Qui, moi, m'a marqué enfant sur ce côté masculin-féminin. Et c'est vrai qu'on l'associe complètement à Marlène Dietrich. Oui, après, il y a d'autres icônes d'Hollywood qui ont repris un peu le flambeau, sans que ce soit forcément un smoking, mais ce côté veste, pantalon, je pense, il y en a plein, Catherine Hepburn, tu vois, toutes ces femmes avec... on va dire, qui avaient un côté femme de tête, et qui sont extrêmement féminines pour autant. Mais je crois que c'est à cette époque-là, au moment de ce costume-là de Marlène Dietrich,
qu'est un peu arrivé ce terme de femme fatale. Ouais, c'est drôle. C'est-à-dire des attributs masculins, une grande féminité avec des attributs du pouvoir masculin. Et à l'époque, les attributs du pouvoir masculin, c'est effectivement, en tout cas en grande partie, une attitude physique, c'est-à-dire Jean McCartney a une espèce d'assurance, une manière de se tenir, une façon d'occuper l'espace, une façon de parler, une façon d'appréhender les hommes, voilà, comme une espèce de camaraderie, tout ça. Et le vêtement, qui était ce vêtement-là, en particulier, même s'il y avait déjà quelques pantalons, qui étaient extrêmement transgressifs. Et alors, qu'est-ce qui te plaît justement dans ce costume dans le film ? S'il te plaît. Mais si. non, il me plaît. Après, il est fait complètement dans les règles de l'art, il est très beau. Le smoking, tu sais ce que c'était à la base ? Non. À la base... Raconte-moi. Ouais, je ne suis pas non plus la spécialiste du smoking, mais... Enfin, en tout cas, de l'habit de soirée, mais à la base, le smoking, c'est une veste pour fumer. D'où les hommes au 19e siècle se retiraient parce que nous, chers amis, nous les femmes, nous avions le droit de parler, de discuter de petites choses, de fanfreluches, de petites choses un petit autour d'un thé, bien sûr, ou lors d'une soirée d'un petit verre de sherry. Mais les hommes allaient fumer entre eux, bien sûr, au fumoir. Et pour éviter quand même que ça n'accommode ces dames l'odeur dans les vêtements, merci. D'ailleurs, les garçons pourraient peut-être refaire ça aujourd'hui, ce serait sympa. Ils retiraient leur veste et ils mettaient une veste de smoking. Une veste qui était un vêtement souple, assez long, qui était une veste qui pouvait être croisée ou pas, mais qui en général était plus souple. Donc ils prenaient l'odeur du tabac et après ils l'enlevaient en sortant. Voilà. Après, l'habit de soirée comme ça, c'est-à-dire la sobriété du noir et blanc... Avec autrefois, c'était d'ailleurs, on n'appelait pas ça un smoking, mais c'était une queue de pie. D'ailleurs, c'est une queue de pie dans le film. Aujourd'hui, un smoking, c'est une veste. Enfin, c'est une veste, c'est pas une veste en queue de pie. Et le smoking aujourd'hui tient aussi du fait de son rebord en satin, que ce soit sur les coutures, sur le côté qui cache la couture, ou sur le revers du col de la veste. C'est le contraste entre le mat et le brillant, qui caractérise principalement le smoking. Et la ceinture aussi, ou pas forcément ? Alors la ceinture, c'est encore différent, c'est encore une autre histoire, mais il y a tout un truc entre le smoking, le tuxedo américain, c'est encore autre chose. La ceinture, c'est un dérivé, enfin, c'est la version smoking en veste-pantalon, la version plus moderne de l'habit de soirée, qui est devenu un smoking contemporain, avec effectivement le... Oui, moi je vois cette ceinture. Il n'y a plus de col cassé, le col cassé est plus forcément là, la chemise est plus forcément complètement plastronnée, elle l'est encore, mais voilà, avec les grosses ceintures très larges en satin, c'est une évolution du smoking, mais qui à l'origine était une veste de fumoir pour les hommes. C'est drôle. Et qui s'est démocratisée et qui est devenue une espèce d'uniforme de soirée qui a remplacé ce qu'on appelait l'habit de soirée, enfin voilà, et qui est composé de 3 pièces forcément, enfin plusieurs pièces, mais en tout cas c'est forcément gilet, pantalon, veste. Là, le costume 3 pièces, c'est un truc qui est arrivé au XVIIe siècle, et après ça a évolué, mais pour arriver à cet habit de soirée spécifique du smoking qui est uniquement noir et blanc avec du brillant et du mat, c'est ces 2 textures-là, en tout cas impérativement. Voilà, là ça l'était déjà à l'époque, mais... Et il y a le haut de forme, le haut de forme ça a disparu aussi, bon là on est dans les années 30, et c'est assez drôle d'ailleurs, c'est ce chapeau justement qui est un chapeau claque, qui est un chapeau claque, et dans la scène juste avant d'arriver, elle une pichenette d'un air complètement désinvolte, pareil, une espèce de symbole de pouvoir, c'est quand même assez violent quand ça. Oui, puis la nonchalance dont tu parlais, une espèce de nonchalance qui contraste avec, parce qu'elle reste incroyablement féminine et désirable. Et d'ailleurs, quand même, la scène juste après, elle revient sur scène dans un body très dénudé. C'est ce que j'allais dire, voilà. Et n'empêche qu'elle apparaît dans ce vêtement d'homme. Et elle suscite le désir de tout le monde, des femmes, des hommes comme des femmes. C'est ça aussi qui est très révolutionnaire. Et après, elle embrasse cette figurante, etc. Mais c'est surtout ça, elle suscite à la fois l'admiration, le désir, et elle se fait d'abord huer. Ça change vraiment au fil du numéro. Extrêmement choquée. Et en fait, elle pourrait devenir un objet de désir absolu, où elle subjugue à la fois dans sa féminité et dans sa virilité aussi. Et effectivement, 2 secondes après, elle apparaît sur scène, complètement surréaliste, en body et mini-short noir avec un boa en plume, où elle vend des pommes, telle Ève qui tend la pomme à Adam. C'est très drôle quand même ce retournement. Et tout est hyper arrondi. Tout dans sa manière de tendre, de bouger les bras, le corps. C'est une espèce de symbole de pin-up à la moitié dénudé, complètement improbable. Donc voilà pour la force de ce costume qui du coup, en tant que juste simplement de costume de film, a eu un impact très fort
artistiquement sur nous, enfin sur les spectateurs et tout ça, au film propre, mais aussi pour des générations. C'est devenu un bout de vêtement qui est devenu un symbole. C'est quand même fou, le pouvoir parfois d'un vêtement, quoi. C'est devenu un symbole d'une lutte, d'une transgression, d'une émancipation, d'un début de féminisme à travers le monde, quoi. C'est fou. Juste par l'apparence d'un vêtement. Et justement, est-ce que tu as commencé à en parler, mais tu y vois de l'intemporalité dans ce costume? Peut-être pas surtout, typiquement le chapeau claque, peut-être pas. Non, le chapeau claque, heureusement, c'est très très beau comme objet. On en voit, c'est très beau, mais après, c'est... Oui, non, ce n'est pas un objet peut-être très pratique. Non. La casquette et le bonnet, aujourd'hui, c'est bien plus pratique. Mais, oui, c'est extrêmement intemporel, évidemment. De toute façon, le vêtement masculin... alors je suis pas non plus une spécialiste, on va pas faire un déroulé de l'histoire du vêtement masculin, mais ce concept de 3 pièces, tu vois, de pantalon, veste et gilet en dessous, qui est devenu justement au milieu du XXe siècle, pour beaucoup le gilet a été abandonné, et pour se simplifier en juste tailleur, pantalon. C'est un truc, c'est une silhouette qui est, tu vois, qui doit avoir 300 ou 400 ans, enfin qui date du XVIIe siècle, même si les vestes ont changé, à un moment donné on mettait pas de pantalon, on mettait des culottes avant de mettre des pantalons, etc. Ça reste quand même une silhouette extrêmement reconnaissable parce qu'elle est très structurée. Après elle est structurée différemment. Aujourd'hui le costume il a évolué aussi, les vestes des hommes sont très courtes en ce moment, tout est très étroit, etc. Alors que dans les années 80 jusque dans les années 2000 c'était des vestes très larges, tu vois, les pantalons hautes. Donc c'est un costume qui est on joue sur les proportions. Oui, c'est en perpétuelle évolution. Le smoking, enfin pas le smoking, le smoking aussi d'ailleurs, mais le tailleur, on va dire, est en constante évolution. Et chez la femme, le tailleur pantalon est toujours un symbole, est toujours une espèce d'évolution. Bien sûr ça s'est démocratisé avec Saint-Laurent qui en 66 a sorti son tailleur pantalon et qu'au début a choqué tout le monde et en fait très vite ça s'est emparé tu vois, c'est devenu un très objet de adopté, désir et adopté, etc. Dans les années 70 énormément aussi, et c'est aussi dans des couleurs plein de couleurs. Oui, après c'est devenu un peu l'emblème de la working girl après dans les années 80 c'est devenu l'emblème de la working girl totale pour tomber un peu en désuétude. Enfin, ça l'est toujours, hein, mais par exemple, le tailleur jupe, qui quand même pendant était vraiment la base du vêtement féminin quand même pendant extrêmement longtemps. Aujourd'hui, le tailleur jupe, c'est un truc un peu désuet. Oui, il y a un côté un peu ringard. Ça fait ringard, un peu étriqué, un peu d'Adam. On dirait ça fait un peu d'Adam. C'est un truc qui est totalement passé de mode. Mais il faut se dire que le costume pantalon, je parle même pas du smoking comme ça, je parle juste d'un costume pantalon, pour les femmes. Par exemple aux États-Unis ça a été autorisé par le Sénat dans les années 70 en politique, mais officieusement c'était extrêmement interdit, et la première fois c'est en 93 qu'une femme en politique aux États-Unis est apparue en pantalon et en veste, en 93, donc c'était hier, quoi. Donc c'est encore très récent tout ça. Mais légalement aussi, je crois que chez nous, ça a été statué très très tard en France qu'on puisse travailler en pantalon. Ça ne se faisait pas, on ne peut pas passer. Et je crois que dans les textes de loi, il y a toujours d'ailleurs une petite mention qui dit que tu peux travailler en pantalon quand tu es une femme, sauf si le métier exige l'inverse, qui n'a aucun sens. C'est complètement fou. Après, ça rejoint toute la question du masculin-féminin. Alors il y a Gauthier effectivement qui l'invité de cette exposition, et lui il a vraiment touché à ça. C'est pas un hasard qu'il ait choisi. Non, en fait, pas du tout. Mais c'est une vraie question, le masculin-féminin dans le costume. On oublie qu'il y a eu des périodes dans l'histoire du costume où les codes, ce qu'on appelle aujourd'hui encore des codes qui appartiennent au féminin ou au masculin, le maquillage, le truc, les détails, sous Henri III, tu vois, l'époque des mignons, etc., ce qu'on appelle les mignons, les hommes étaient surmaquillés, hyper précieux avec des fanfreluches partout. Les Romains se maquillaient, les Romains portaient... Enfin, c'est très cyclique, c'est très épuré, la mode masculine, c'est très épuré de tous ces détails et de choses pour devenir quelque chose d'assez sobre, etc., au 19e siècle. Oui, donc c'est quand même très récent dans l'histoire. Même si on pense au 18e, où le mec était poudré avec des perruques, les mouches, les machins, des fanfreluches partout, des couleurs éclatantes, des bijoux,
tout ça aujourd'hui, des culottes bouffantes, mais tout ça aujourd'hui, c'est des détails dans tous les sens. Tout ça aujourd'hui, c'est des attributs qui paraissent féminins, mais qui n'ont pas toujours été. Ouais. Tu vois, qui n'ont pas toujours été. Alors le maquillage, aujourd'hui, il y a plein de jeunes dans la rue aussi. Si tu regardes aujourd'hui qui se maquillent, ou qui sont vachement plus féminins, ou vachement plus. Mais parce qu'on est aussi à fond dans la notion de genre. Maintenant, le côté genré, là, depuis quelques années. La notion de fluidité. La notion de fluidité, depuis quelques années, après des années où c'était la mode d'être androgyne, maintenant c'est la question de genre. Donc les garçons, beaucoup plus de garçons s'autorisent à j'en ai vu en jupe l'autre jour dans la rue, à porter du rose, du machin, des choses qui étaient par le vêtement attribué à la femme. Aujourd'hui, on est dans ces trucs-là, et tant mieux, c'est une autre évolution qui s'amorce, on va voir où ça va aller. Mais... Oui, c'est chouette, c'est une manière de justement s'approprier les codes comme on en a comme dans les années 60, tu vois, comme dans ces années-là. Donc Marlène, ce costume, pour moi, c'est un des costumes vraiment emblématiques du cinéma. Et est-ce que toi tu dirais que c'est peut-être un costume qui t'a inspiré dans certaines de tes créations? J'ai toujours été hypersensible à ce côté masculin-féminin, ça c'est sûr, parce que je pense que c'est aussi ma personnalité et que j'aime bien le côté femme forte, guerrière, machin. Donc du coup c'est vrai que j'ai toujours aimé ce mélange-là, quoi, ce symbole. Je sais que c'est un peu fou, inconsciemment, qu'on soit obligé d'attribuer des choses liées à la vérité pour faire une femme forte. Mais je vais repenser à un truc Titanic, par exemple. On a tous des images de Titanic en tête. La première fois qu'on voit Kate Winslet, elle a une espèce de robe blanche et noire, avec un immense chapeau un peu à la My Fair Lady. Elle arrive devant le Titanic et tout. Elle a des attributs masculins. Elle a une espèce de robe, en fait, qui est croisée, avec un col de veste, etc. Elle a une cravate, elle a des cols d'homme, là, elle a un col rond mais dur, elle a un col dur avec une cravate. Et en fait, elle a l'ancêtre, si elle avait été autorisée à porter un pantalon, elle aurait été en pantalon. C'est juste qu'elle est. Donc forcément, instinctivement, inconsciemment, c'est des choses, moi, qui m'ont inspirée des personnages de femmes fortes. Après, c'est un peu fou de se dire qu'il faille aller vers ces codes-là pour apporter quelqu'un... Non, mais c'est fou à quel point on est conditionné. Regarde le deuxième costume, qui malheureusement n'est pas dans l'exposition, mais qui était ce tailleur de Lorraine Bacal. Et dans Comment épouser un millionnaire, par rapport à ses trois copines, elle, c'est la forte tête, c'est la femme de tête qui tient les comptes, qui machin, c'est la plus intelligente, qui est un peu femme fatale. Et elle apparaît comment dans le film? Alors en tailleur-jupe, pas en pantalon, ça va pas jusque-là, mais elle est en tailleur-jupe avec une veste hyper stricte, en flanelle, avec un truc de vison sur l'épaule, en femme fatale, mais très masculine, enfin en jupe, donc très féminine, mais en gris, en flanelle, avec un truc boutonné jusqu'en haut. Donc on retrouve de nouveau cet attribut-là du masculin, en fait. Oui, qui semble être obligatoire et on se rend pas compte, mais en fait, illustrer un trait de personnalité plus décidé, plus... voilà, une femme forte, décidée, indépendante, autonome, qui prend sa vie en main, qui a du pouvoir, donc qui devient fascinante et fatale aux yeux des hommes qui ne sont pas habitués à avoir des femmes fortes. Enfin, bref, et Lorraine Bacall, c'est quand même comme ça qu'elle est costumée dans quasiment tous les films noirs, par ailleurs, dans lesquels elle a joué. Catherine Hepburn... À l'inverse d'autres comédiennes comme Marilyn ou Audrey Hepburn qui, elles, étaient sont complètement autre chose. Mais c'est qu'on n'a jamais autorisé. Enfin, c'est vrai qu'il y a presque un truc, t'as l'impression qu'elles sont enfermées dans les costumes. Marilyn, je pense que c'est complètement autre chose. C'est intéressant ce que tu dis, Marilyn. Je pense que c'est... D'ailleurs, il y a des costumes de Marilyn dans oui, tout à fait. Il y a notamment la robe de Certain M. Shaw et tout ça. Marilyn, c'est l'inverse. Elle a tiré son pouvoir de son extrême féminité. C'est l'inverse. C'était une femme qui avait énormément de pouvoir sur les hommes, mais en tirant les codes de l'extrême sexualisation du corps féminin. En fait. Donc c'est l'inverse. Oui, elle est à l'opposé. Mais je veux dire, personne n'a jamais pensé à l'habiller différemment. Peut-être les derniers, les désaxés, ou elle a un look, elle est en jean, chemise. Oui, un peu cow-boy, machin, etc. Mais sinon, le millionnaire, elle a un pull, mais du coup, on ne met pas de pantalon. Parce que c'est un produit, Marie. C'est un produit, et les gens, il faut les donner à voir aux gens ce qu'ils ont envie de voir. Donc c'est quelqu'un de sexy, dénudé, en mode un peu musical, j'exagère un peu, mais c'est... Oui, puis c'était très typique aussi d'Hollywood de ces époques-là, d'avoir une actrice égale à un type de femme, et donc les gens ont envie de la retrouver aussi au fil des films, et pas qu'elle se réinvente à chaque... Mais ce qui était intéressant avec ce costume-là, c'est en tout cas le costume masculin chez une femme, c'est que ça crée un personnage de femme fatale, qui se retrouve à travers tout le cinéma, en fait, l'histoire du cinéma. C'est vrai. Et c'est ce qui est drôle quand même dans le film, on en parlait, mais c'est que justement Marlène Dietrich, pour le coup, c'est juste après
elle revient et elle est complètement dénudée. Donc elle, pour le coup, elle a le droit de... elle joue vraiment les deux cartes. Ouais, elle joue vraiment les deux cartes. Elle joue vraiment les deux cartes, ouais, c'est vrai. Après, ça pose immédiatement le personnage comme une femme indépendante, autonome, qui ne veut pas être à la merci des hommes. D'ailleurs, sa première vraie scène de dialogue, c'est... elle parle de ça. Elle dit je ne crois plus dans les hommes, je ne crois plus en eux, aucun homme ne pourra m'aider. Voilà, et... Oui, ça raconte ça. Tout de suite le mais ça se raconte ça parce que c'est aussi... on est en 1930. Et que c'est vraiment aussi la fin des années folles. Et on est encore dedans, mais c'est aussi... c'était déjà dans les tuyaux. Au niveau sociétal. Il y avait déjà des transgressions. Les garçons, la mode des garçons, les cheveux courts. Voilà, c'était déjà quelque chose qui était là, quoi. Tout à fait. Et alors, je te propose de parler un peu de Travis Bunton, donc, qui a créé ce costume. Donc, pour donner quelques éléments biographiques, il est né au Texas en 1894. Mais en fait, dès qu'il avait 2 ans, sa famille a déménagé à New York. Donc, c'est là où il a grandi. Il avait une grande sensibilité artistique. C'est drôle parce que j'ai lu il était en école d'art, mais en fait, il dessinait des nus et en fait, il leur ajoutait tout le temps des bijoux, des vêtements. Donc, on l'a encouragé à faire du stylisme. D'accord. Et de là, il s'est mis... Donc bon, ça a été interrompu par la Première Guerre mondiale où il était sous-marinier, donc rien à voir, a priori. Et ensuite, il a été styliste pour des stars de Broadway, des femmes de la haute société, et son coup d'éclat, c'est qu'il a fait la robe de mariage de Mary Pickford quand elle a épousé Douglas Fairbanks, qui à l'époque était l'équivalent d'un mariage royal. Kate Middleton. Exactement. Donc là, il est devenu très célèbre et il est parti à Hollywood... Voilà, en 1925, il a fait The Dressmaker from Paris pour Paramount. D'accord. Et après, donc 5 ans avant Morocco. Exactement. Okay. Et après, il a habillé beaucoup de stars, donc Marlène Dietrich, dont on parlait, Carole Lombard, Claudette Colbert, Clara Bow. Voilà, et c'est drôle parce que j'ai lu une anecdote sur Clara Bow qui était vraiment une star de ces époques-là qu'on a un peu oubliée, mais qui était très jolie et vraiment emblématique de ce look justement de la garçonne. Et en fait, elle accessorisait tout le temps au dernier moment ses costumes, ce qui je pense est un cauchemar pour un créateur de costumes, tu nous diras, mais donc elle faisait des petites surprises en fait et elle rajoutait des énormes boucles d'oreilles, des colliers, enfin des trucs au dernier moment. Elle participait à la création, voilà, sans le prévenir et vraiment juste avant de filmer, de tourner. Et donc il lui avait fait une robe très épurée, il lui avait dit s'il te plaît, tu la touches pas, ça marche vraiment comme ça. Et il voit les rushs le soir et puis elle avait une énorme boucle d'oreille. Il dit mais je t'avais dit et tout et elle lui a dit, elle a vraiment joué l'idiote et elle lui a dit mais mon chéri tu m'avais dit ne mets pas une paire de boucles d'oreilles, alors j'en ai mis juste une. Et ça lui cassait complètement évidemment la silhouette qu'il avait imaginée, ça n'avait pas de sens par rapport au personnage, voilà. Et alors Marlène Dietrich, il a eu quelques soucis avec elle aussi parce que notamment on en parlait, mais quand ils se sont rencontrés pour Cœur brûlé, c'était leur première collaboration et en fait elle parlait pas anglais, donc elle disait pas un mot pendant les essayages, donc ça le déstabilisait beaucoup. Et en fait il a compris ensuite que c'était pas un tour de personnalité, en fait. Mais qu'elle ne comprenait pas. Voilà, il a adoré faire des costumes pour elle, mais il disait que sa personnalité le poussait à faire des excès. Et par exemple, elle adorait les plumes et elle voulait tout le temps qu'il rajoute des plumes. Elle a souvent des plumes dans ses trucs, ça m'étonne pas. Voilà, elle avait un petit toc sur les plumes, je pense. C'est trop drôle. Et puis voilà, et après en fait il est parti de Paramount en 1936. Il avait des problèmes d'alcoolisme et en fait son assistante c'était Edith Head qui est devenue vraiment une star du costume et qui a essayé de le couvrir longtemps, qui venait le chercher en voiture le matin, qui l'emmenait au studio, qui essayait de camoufler et tout, et il a fini par se faire virer. Et après il a alterné entre freelancing et stylisme jusqu'à la fin. Ça c'est une grosse différence aussi avec l'époque d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque ils travaillaient pour des studios. Oui, tout à fait. Je veux dire, les créateurs travaillaient pour des studios alors qu'aujourd'hui tout le monde est en free. Enfin, je veux dire, c'est ça. Déjà en France, on n'a pas la culture des grands studios, déjà. Mais c'est vraiment une espèce c'est comme c'était un Broadway géant, quoi. Ouais, c'est ça, t'étais embauché dans un studio, tu montais les échelons. Tu montais les échelons, t'habillais les stars, tu faisais un machin de... Enfin, c'était très organisé, en fait. C'était très... C'est sûr, parfois tu changeais de studio, c'était un grand move carrière. Exactement, mais puis, c'était... Voilà, tu faisais vraiment une carrière auprès d'un... C'était très... Tout à fait. Et d'ailleurs, Edith Head a pris sa place à la direction quand il a fini par partir. Et alors, parmi ses créations les plus célèbres, on peut citer Shanghai Express, le Cléopâtre, mais de 1934 avec Claudette Colbert. Je pense que c'est celle dont je me souviens vraiment. Ouais. Le procès Paradine, la lettre d'une inconnue, Ange, qui est aussi avec Marlène Dietrich, Serenade à 3 de Lubitsch, il a pas mal travaillé avec Lubitsch.
Donc voilà pour Travis Benton, et je me demandais si justement toi il y avait d'autres de ces costumes que tu aimais bien. Non, j'ai pas vu grand chose honnêtement. Enfin, dans les films, j'en ai certains que j'ai vus, mais honnêtement je m'en souviens pas. Il y en a un dont je me souviens parce que je l'ai vu jeune à l'époque. Il y a encore des cassettes vidéo, des petits enregistrements. Quand ça passait à la télé, ciné machin là, sur le câble avec toutes les chaînes en noir et blanc. Oui, les ciné plus, ciné machin, exactement, ciné classique, exactement. Et c'était le fameux Cléopâtre dont tu as parlé. Et je garde un souvenir, à l'époque je trouvais ça génial, mais c'est vrai que j'ai re-regardé là, hilarant quoi. Parce qu'en fait c'est complètement musical, avec des robes, des espèces de robes hyper belles, mais genre très haute couture, mais genre voilées, avec la jambe complètement dénudée, dont une robe, je me souviens, qui ressemble en fait énormément au costume de la princesse Leia dans Star Wars, quand elle est prisonnière, exactement, avec des espèces de voiles, avec les jambes dénudées, et effectivement c'est Cléopâtre en mode un peu musical, avec des robes lamées complètement fendues, qui montent la moitié des seins, la moitié de la hanche, enfin tout qui est absolument pas réaliste. Je ne crois pas que Cléopâtre à l'époque était en robe en lamé à Tu crois? Je suis pas sûre, à moitié nue, en mode moulin rouge. Mais c'est vrai que c'était une grosse production de l'époque, c'était tous ces fantasmes un peu péplum. Exactement, c'est tout cet âge-là. Et ce qui est intéressant dans le costume à cette époque-là, c'est que c'était très théâtralisé en fait. Aujourd'hui, dans l'ère du réalisme, etc. Mais à l'époque, tout était très carton-pâte. En fait, on passait du théâtre tout d'un coup au cinéma. Donc, oui, c'était un art quand même encore assez nouveau. Oui, donc c'était très studio, décors de carton-pâte, des costumes qui n'ont absolument ni queue ni tête, dans le sens où voilà, c'est vraiment des pièces de théâtre filmées en fait. Un peu, j'exagère un peu, mais c'est donc des costumes qui ne sont pas forcément réalistes, mais qui sont si on reprend Morocco là dont on parlait il y a 2 minutes, les autres costumes qu'elle a dans le film, elle est en truc vaporeux, hyper chicos machin, elle est au Maroc, elle a pas une thune, c'est pas crédible 2 secondes, il fait 40 degrés dans tout le film, et elle est en mousseline, en dévoré de soie et machin, avec des trucs improbables, hyper chic, des trucs asymétriques, super travaillés, avec des plissés dans tous les sens, enfin c'est pas possible en fait. Ça n'a pas de... mais ça suscitait le désir aussi. Et puis c'est une fable, on se pose pas la question en fait, à cette époque-là, le costume au cinéma, c'était aussi une manière de véhiculer la mode d'un créateur, quand c'était des créateurs de mode qui faisaient les costumes, qui signaient les costumes, ou aussi de susciter le désir chez les femmes. D'ailleurs, on en avait parlé la première fois, dans les années 30 encore, les hommes venaient avec les acteurs, certains acteurs venaient avec leurs propres costumes. Les studios n'habillaient que les femmes. Donc tu t'appelais Clark Gable, tu signes ton film, tu signes pour jouer un rôle et on te demande de venir habiller comme le rôle. Donc tu te démerdes, tu fais tes costumes. Par contre, la femme, oui, les actrices, on les habillait parce que c'était un tel objet de désir pour le public et ça lançait des modes. Oui, avec des enjeux même. Des enjeux énormes économiques derrière. En fait. Avec des enjeux économiques derrière. Donc le vêtement était très important. Ça pouvait influencer la mode de toute la société pendant 6 mois, machin, etc. Et puis et les gens allaient au cinéma, c'était des grands spectacles, si tu veux. Donc oui, donc, le but c'était de faire rêver. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'elles ont tous, dans ces années 30, 40, quand tu regardes les coiffures, c'est des coiffures des années 30, 40. C'est pas du tout des coiffures d'époque 18e ou époque Cléopâtre. Tout est très théâtralisé et très créatif, mais au goût de l'année où ça a été filmé en fait. Oui, c'est vraiment une rencontre entre l'époque contemporaine du film et l'époque qui c'est carton-pâte, il y a un côté le Technicolor. Oui, donc puis il y a vraiment ce côté grand spectacle. Oui, ce Cléopâtre-là, qui n'est absolument pas réaliste, tout fait carton-pâte, le décor, les trucs, c'est génial, pour le regarder, c'est très drôle. Elle a des robes incroyables, et encore son noir et blanc, donc on se rend pas compte, mais c'est pareil, même dans Morocco. Le costume en noir et blanc, c'est encore autre chose. Moi, une fois, au tout début, j'ai fait un court-métrage en noir et blanc, qui était tourné en pellicule. Je peux te dire, c'était un truc, parce que le truc auquel on pense pas. C'est technique, hein. Mais c'est-à-dire les couleurs. Tout est en gris et noir, en blanc et noir, donc en gris. Donc comment tu rends une belle nuance de gris à l'image, un gris foncé, un gris sombre, un gris qui va briller, un faux blanc, un blanc gris, un blanc. Donc en fait, si tu veux, tu t'aperçois que les couleurs criardes, genre des oranges ignobles ou ou un violet. Qui vont donner des hyper beaux gris. C'est hyper joli, Et t'as un outil, Non, moi je me souviens que j'avais testé. Moi j'avais testé. J'avais testé. Je me souviens à l'époque, je prenais des photos en noir et blanc de tissu et je regardais qu'est-ce qui ressortait le mieux, qu'est-ce qui machin. Eux à l'époque, je pense qu'ils avaient l'habitude. Et je pense que la plupart des costumes des films en noir et blanc, surtout des trucs un peu comme ça, si on les voyait en couleur, s'ils étaient exposés qu'on les voyait en couleur, je pense qu'on serait surpris. Parce qu'à mon avis, les trucs seraient multicolores.
On avait fait un hors-série avec Céline Darzatian qui a fait sa thèse sur les costumes des années 20 et qui m'en parlait et qui me disait qu'en effet, quand on voit les costumes, c'est très laid parce que c'est beaucoup de satinette, beaucoup d'orange, beaucoup de marron, enfin des teintes et on n'imagine pas du tout. Je me souviens de l'orange parce que je m'étais dit l'orange. Je me souviens d'un bleu turquoise, un peu couleur des masques qu'on met tous chirurgicaux là, qu'on met sur le visage. Ouais. Et qui en fait c'était très beau bleu, des très beaux gris. C'est drôle, ouais. Tu vois. Et je pense que la plupart de ces costumes, si on les voyait en vrai, on se dirait mais c'est ignoble. Je pense que ce serait un assortiment de couleurs horrible et surtout avec des matières parce que du coup tu compensais par de la brillance, du matirage, je sais pas, oui, en plus donc en plus de ça, parfois des satinettes, des trucs, donc ça c'est assez drôle. On s'en rend pas compte, mais le noir et blanc, c'est encore un autre procédé. Ouais. L'arrivée de la couleur, ça a aussi révolutionné. Tout, de manière générale, les départements artistiques, tu vois, au cinéma. Et alors dans cette exposition Cinémode, on a regardé ensemble donc les costumes qui ont été sélectionnés par Jean-Paul Gaultier et on a parlé plein de choses avant l'interview et notamment on avait pas mal parlé de Comment épouser un millionnaire parce qu'en effet il y avait un tailleur porté par Lorraine Backel, donc un costume avec une jupe qui devait être dans l'exposition qui finalement n'y est pas. On a parlé de Belle de jour aussi avec les costumes d'Yves Saint Laurent et un trench notamment en vinyle qui est assez culte aussi porté par Catherine Deneuve. On en revient là, toujours la veste, le trench, le côté masculin. Ouais, très masculin. Très ceinturé, très strict, très structuré. Oui, en fait. femme forte. Et tu disais justement, tu me disais que tu avais été frappée par l'esthétisme de ces costumes-là dans Comment épouser un millionnaire et Belle de jour, et puis du mépris en fait vraiment clair du réalisme, que c'était vraiment pas l'enjeu dans ces films-là d'avoir. C'est vraiment les années 70 qui ont apporté une forme de. On s'est mis à s'intéresser à faire des films qui soient. Véridique en termes historiques, tu vois, d'effort, de véracité, etc. On culmine avec les années 90 où tous les acteurs, les actrices, personne n'était maquillé. Je rigolais tout à l'heure en parlant de La vie rêvée des anges, mais tu vois, c'est cette époque où il fallait absolument être dans le vrai du vrai, tu vois ce que je veux dire. Oui, jusqu'au détail. Jusqu'au détail, jusqu'à être même limite négligé, le cheveu sale, et ça c'était vraiment les années 90 avec les époques grunge, mais c'est vrai que c'est quelque chose, ce réalisme au cinéma et dans le costume, c'est quelque chose qui est apparu assez tard, par les années 70, avec après de la nouvelle vague, etc. C'est arrivé avec la nouvelle vague en fait, mais après avec toute l'expérimentation des films des années 70, notamment aux États-Unis et en France aussi, on s'est mis à s'intéresser à ça. Avant ça, déjà beaucoup de films étaient des films de commande, c'était des films de grand spectacle comme on dit, l'époque des studios en mode Technicolor, tu vois, et c'est ce qu'attendait le public n'était pas éduqué à voir autre chose. Et c'est le cinéma de la nouvelle vague, et pareil dans tous les autres pays, qui ont ouvert en fait le public aussi à une autre sensibilisation. Tu vois, sensibiliser le public à une autre manière de voir les choses, à une autre manière d'apprécier le cinéma sans que ce soit une grande farce géante. Même si c'est pas le cas, parce que tous les films ne sont pas comme ça. Bien sûr, dans les films des années 30, 40, 50, il y a des chefs-d'œuvre émotionnels incroyables et qui ne sont pas des grosses comédies en mode âge d'or d'Hollywood. C'est un type de film aussi, ce genre de film. Mais globalement, effectivement, le réalisme n'était absolument pas la priorité dans ces films-là. C'était une adaptation d'une époque, d'un sujet, d'un moment, mais adapté au goût du jour de l'époque où ça a été tourné, du moment où ça a été tourné, si tu veux. Donc, tu vois, on avait parlé la première fois d'Automne emporte le vent, où elle a des coiffures complètement années 30, en fait. Pas du tout 19e. Et les couleurs, pareil, tout est très... En fait, il y a une esthétique très années 30. Scarlett, je veux dire, ce film-là serait tourné aujourd'hui, probablement qu'on serait dans une imagerie, dans une colorimétrie très différente, et dans une esthétique très différente. Et probablement que les films historiques aujourd'hui, les films d'époque qui sont tournés aujourd'hui ou depuis 15 ans, peut-être dans 30 ans, on se dira, oh là là, ça fait très années 2000, 2010. Oui, c'est sûr. Les coiffures, regarde, elles sont quasiment pas coiffées, elles ont des franges. Parce que voilà. Oui, en fait, je crois que c'est plus fort que nous. Nous, aujourd'hui, il faut que les films soient il faut que les costumes soient tous patinés, il faut que ça ait l'air vieux, il faut que les vêtements soient patinés, et que rien n'ait l'air propre, neuf pour faire. Alors que, ce qui est vrai, on est dans ce truc-là d'aujourd'hui, tu vois, des couleurs assez sourdes, un peu vieillies, machin. Alors qu'il y avait des mecs qui avaient des vêtements neufs à l'époque, au 19e siècle. Il y avait des femmes qui avaient des robes criardes. Mais aujourd'hui, il y a bien un moment où tu commences à porter tes vêtements aussi. Ouais, exactement. Sauf que nous, on n'a pas envie de... C'est pas dans le goût du jour. Ouais, donc chaque époque marque aussi. Alors que les années 60, c'était hyper criard, les couleurs.
On avait parlé d'Angélique Marquise des Anges, je me souviens aussi. Alors à côté de ça, t'as le Guépard qui est sublime, voilà, qui est dans un espèce de réalisme pointu, ou Barry Lyndon, etc. Donc ça, c'est des films qui sont arrivés après. Mais avant ça, c'était du show, quoi. Il y a un côté un peu paillette. Et tout ça extrêmement stylisé. Donc c'est vrai, dans quelle mesure, justement par rapport à la mode, puisque le thème de l'expo c'est aussi ça, dans quelle mesure la création artistique n'était pas plus libre. Enfin, je pense que la création, elle est différente quand tu travailles sur un film aujourd'hui. On va prendre le film contemporain, par exemple. Je pense qu'à l'époque, tout était plus stylisé. Parce qu'à partir du moment où tu te moques un peu de la réalité, que ça a l'air vraiment réaliste, du moment que les gens y croient, ça marche. Et du coup, je pense que les costumiers étaient plus libres de créer des silhouettes. Tu vois, des lignes, des silhouettes, de dessiner un personnage sur des silhouettes. On pense même quand tu penses à Romy Schneider ou à d'autres actrices ou à Audrey Hepburn, tu as des silhouettes qui te viennent en tête immédiatement. Tu vois, ou le grand blond, le Mireille d'Arc avec sa robe de grand blond. Il y a comme ça des costumes très forts, très emblématiques. Et je pense qu'on s'en moquait de savoir si oui ou non cette personne qui habite dans son 2 pièces aurait une robe aussi incroyable. C'est pas le sujet en fait. On voyait le plan, on voyait le cadre, l'image, et on avait. Et le spectateur, adhère au truc, au projet artistique, et rentre dans l'histoire, et se pose plus la question de savoir si c'est juste ou si c'est pas juste. Aujourd'hui, c'est plus rare les films où la dimension artistique, en tout cas où le costume a un vrai truc à part entière. On en avait parlé chez Almodovar ou chez Jeunet ou chez certains réalisateurs dans lesquels le costume est un peu sublimé ou un peu extrapolé ou c'est peut-être un peu too much, mais ça marche et t'y crois. Aujourd'hui, on est un peu à l'ère où le costume se voit pas en contemporain. Oui, puis j'ai l'impression qu'il y a une envie de réalisme maintenant des spectateurs où justement on est très vite attaqué sur un film ou une série si c'est pas réaliste, si ça n'a pas l'air de ressembler à... Et puis par rapport aux femmes, parce qu'on en parlait d'Idietrich, je pense aussi que les actrices étaient extrêmement instrumentalisées autrefois, comme objet de désir, etc. Donc elles devaient d'être jolies, extrêmement bien maquillées, extrêmement bien éclairées par un chef opérateur. Et extrêmement bien habillés comme des poupées en fait. C'était comme des mannequins parlants un peu. Oui, puis souvent avec des créateurs qui les accompagnaient. Ou je pense que le statut des actrices a changé aussi. Tu vois, elles sont passées d'objets de désir, tu vois, voire autrefois comme les actrices de théâtre qui étaient quand même des gourgandines, on va dire, autrefois. Mais tu vois, d'un objet de désir à un objet publicitaire à... tu vois, aujourd'hui, il y a peut-être plus de liberté aussi. Tu vois, de dire non, de dire... Alors qu'à l'époque, le studio, on dessinait des robes pour toi, le studio validait et tu portais ce qu'on te disait, point barre. Enfin, oui, c'est sûr. Donc je pense qu'on n'est plus du tout dans le même rapport à la création, en fait. Le rapport à l'image a changé et on n'est plus dans le même rapport à la création. Après, c'est vrai que quand tu es habitué à faire du réalisme contemporain, c'est intéressant de se dire aussi que tu fais pas un documentaire. Quand on fait un film... on stylise aussi. Il faut styliser parce qu'on fait pas un docu, c'est pas du docu, c'est pas la vraie vie. Mais oui, c'est là où je trouve qu'il y a des limites, c'est justement ces critiques sur le réalisme, c'est que c'est là où en fait si tu tombes dans le réalisme, non, c'est moche. Parce que dans la vie, il y a plein de trucs qui vont pas ensemble. Oui, puis qui sont pas faits pour être filmés. Qui sont pas faits pour être filmés, voilà. Alors quand tu vas voir un film, il faut qu'il y ait une cohérence entre la décoration, entre les costumes, entre la lumière, et tout ça fait que c'est un département artistique et qu'il y a une unité artistique dans le film qui fait que tu rentres dans l'histoire et que tu te poses pas la question et que tu ressors avec des images dans la tête. Tu saurais pas dire quoi, mais tu as une impression physique, physiologique d'avoir ressenti quelque chose dans le film. En fait, ça vient de là. Il y a le travail des comédiens, il faut pas le minimiser, leur jeu y est pour énormément, mais on ressent aussi par les yeux. Oui, bien sûr. Et par l'oreille. Donc ce que tu vois conditionne aussi tes émotions. Et c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'on pourrait aussi se donner aujourd'hui plus de culot, d'oser faire des trucs un peu peut-être un peu pas plus farfelus, mais un peu plus, tu vois, un peu plus créatifs dans le sens pas forcément hyper réaliste, mais oui, se permettre peut-être un petit peu plus de plus oser. Mais ça, toi par exemple, sur les projets sur lesquels tu travailles, tu sens que c'est pas trop forcément... Ça dépend avec les réalisateurs avec qui tu travailles. Oui, c'est ça. Déjà, il y a des réalisateurs qui n'aiment pas forcément les costumes ou qui veulent que le costume soit à minima. Donc là, de toute façon, c'est très clair. Donc c'est tout un type de travail, ça. Les gens se disent, c'est bon, c'est des costumes contemporains, ça se voit pas. Mais la plupart des gens ne se rendent pas compte du boulot que c'est derrière pour que justement ça ne se voit pas. Du boulot de recherche, de texture, d'ensemble, de palette de couleurs d'ensemble pour qu'on ne se pose pas la question du costume. C'est un boulot énorme. Finalement, c'est presque, je dis pas que c'est moins compliqué en réalisation,
Mais je pense qu'en termes de création, c'est plus conception. facile de dessiner une robe, de dessiner... vous imaginez le personnage avec une robe rouge, vous allez la dessiner. Après, la faire, le processus est plus long que d'aller acheter des trucs en magasin ou faire des fripes. Mais c'est un vrai boulot, ça, de faire disparaître le vêtement, de le faire se fondre en fait dans un décor, dans une lumière. Voilà. Après, là, justement, ce qui était chouette dans cette expo, c'est que c'était des pièces assez fortes finalement. Oui, c'est ça. Dans cette expo, il y a vraiment des pièces fortes et qui sont très emblématiques, et c'est marrant de se rendre compte du pouvoir d'un vêtement, du pouvoir d'un costume, à la fois dans un film, mais que parfois ça dépasse le film. Enfin, je veux dire, cette stylisation où le costume est presque une pièce de mode, devient une pièce de mode à part entière. Existe vraiment à part entière. Je trouve que c'est frappant justement dans l'exposition de voir, pas pour tous les costumes qu'on voit, mais il y en a vraiment certains où tout de suite tu les reconnais et t'as vraiment l'impression. Oui, c'est une pièce de musée. Le chapeau de John Wayne, là, j'avais failli prendre ça, j'avais failli choisir de parler de ça. C'est hyper emblématique, un Stetson. Alors là, il est tout propre en plus, alors qu'aujourd'hui, ce serait un film tourné aujourd'hui, il serait dégueulasse, plein de patines, avec des bords effilochés, il aurait toute une vie, le chapeau aurait toute une vie. Là, il est nickel, bon. Mais voilà, le Stetson, c'est juste par le chapeau, ça raconte un truc extrêmement fort. C'est tout l'univers du Far West américain, c'est John Wayne, on pense à Eastwood, on pense à... Tu vois, c'est ce que l'objet, le costume véhicule. Après, voilà, c'est toute ce qui est intéressant dans l'expo, c'est qu'il y a quand même des pièces très fortes qui sont des vraies créations de mode, en fait. Des vraies créations, enfin, qui sont des espèces de robes de couture. Oui, tout à fait, c'est pas un hasard, je pense que Jean-Paul Gaultier les ait choisis. Ah bah oui, c'est beaucoup à la frontière. Ce qui est plus rare aujourd'hui. Dans le contemporain, d'avoir cette liberté-là, de se dire je vais faire un trench en vinyle ou en cuir noir. Tu vois, c'est vrai. Ça, on devrait pouvoir avoir cette liberté, ou l'argent pour le faire, parce que après il y a aussi une histoire de budget. Mais là, dans ces costumes-là et dans ces moments-là, la frontière entre la mode et le cinéma, c'est pas du tout les mêmes métiers, mais effectivement, ces costumes de film deviennent presque des pièces sorties de leur contexte, si tu les regardes juste, ce qui est le cas dans l'exposition, et il y en a certaines, c'est des pièces de mode. Ça devient un objet de mode. Ça devient un objet complètement de mode, en fait. sorti de leur contexte. Sans un corps dedans, sans un personnage dedans qui parle, qui s'anime, qui raconte une histoire, de prendre juste le vêtement. Tu vois, ce trench de Catherine Deneuve dont tu parlais, là, en cuir, etc., en vinyle, c'était en vinyle, comme ça. Mais qui s'est complètement patiné avec le temps d'ailleurs. Mais alors j'ai appris qu'en fait le vinyle n'est pas très costaud, et donc ça se patine parce qu'en fait quand tu le vois, ça fait presque un. Mais tu vois, je m'en souviens dans le film, mais ça m'avait pas choqué autant, alors que là en photo, oui, c'est vrai qu'il fait un peu mat dans le film. C'est pour ça que je pensais qu'il était en cuir. Mais tu vois, c'est marrant, sorti du contexte, la pièce en fait est incroyable. Si tu regardes dans les détails, t'es là, incroyable, improbable le truc. Donc c'est hyper intéressant en fait voilà, il y a quand même un lien entre le costume et la mode. En mode, le vêtement est seul, enfin il est mis en scène, il est créé. Au cinéma, dans les films, c'est le personnage que tu crées. Donc c'est pas le vêtement que tu mets en scène. D'ailleurs, c'est vrai que c'est aussi le principe d'une exposition, mais c'est de voir justement ces costumes exposés comme des pièces de mode. Exactement. Comme l'exposition à Galliera. C'est-à-dire que là, les costumes sont mis en scène. En fait. Et c'est intéressant. En plus, je trouve qu'il y a vraiment une très belle scénographie qui leur rend bien hommage. J'avais envie aussi du coup de te poser la question, parce que je te disais, j'ai eu le plaisir de t'interviewer une première fois, c'était en octobre 2019. Voilà, c'est le troisième épisode, le troisième épisode de Profession Costumière. Et du coup, j'aimerais bien, si tu veux bien, nous parler un peu des projets sur lesquels tu as travaillé depuis. À l'époque, tu sortais du tournage de la série Les Sauvages de Rebecca Zlotowski, si je me souviens bien, pour Canal+. Et voilà, est-ce qu'il y a des projets dont tu as envie de nous parler, sur lesquels tu travailles depuis, qui t'attendent? Je suis pas partie sur des trucs longs. J'ai tourné un film d'Olivier Payon l'année dernière, Tokyo Shaking, qui est sorti cet été, qui est pas juste après le Covid, qui malheureusement n'est pas resté super longtemps à l'affiche. Que j'avais adoré, moi. C'est un très joli film, exactement, sur le Fukushima et la façon de la gestion de crise au Japon à ce moment-là. Avec Karine Viard dans le rôle exactement, un film d'Olivier Payon qui était vraiment super à faire et très intéressant. Et là, j'ai tourné sur un gros film pendant de gros mois. Un film de Christian Duguay qui avait fait Japlou, notamment, et beaucoup de séries aux États-Unis
notamment avec HBO et tout ça. Ah d'accord, je savais pas du tout ça. Énormément travaillé aux États-Unis pendant. Là, il y a une série qui passe en ce moment qui s'appelle Les Médicis, tout ça, c'est lui. C'est ok, fait d'accord. des très gros projets. Il est plutôt habitué aux énormes équipes américaines. Et là, on a tourné un film, un grand film, une grande fresque familiale sur qui se passe dans le monde de l'équitation avec Mélanie Laurent et Pio Marmaille, entre autres, et Carole Bouquet, et Danny Houston et tout ça, sur le monde des courses et du trot. Et c'est un passionné de chevaux. Donc ça, c'était très intéressant de s'immiscer là-dedans et de devoir créer une casaque d'écurie, enfin des casaques, de créer toute une écurie et de rentrer dans ce monde très particulier. Oui, avec des codes vestimentaires, j'imagine. Oui, alors par contre, c'est très réglementé. Aussi, c'est hyper réglementé. Les motifs, les couleurs, les trucs, t'as pas de choix. Il y a un bureau des couleurs, il y a un bureau des motifs. Ah oui. Ah ouais. Mais de qui chaque pays a un truc différent. Une association équestre. Sûr, entre le trot et le galop, il y a des différences. En trot, il n'y a pas beaucoup de motifs. Je me souviens plus très bien là. C'est vraiment, il y a genre 6, un truc comme ça, 6 ou 8 ou... donc tu peux avoir un brassard, un losange, un truc, mais pas plus, tu peux pas faire ce que tu veux, et il y a un bureau des couleurs aussi. C'est drôle. Donc tu dois faire gaffe quand tu crées une casaque pour une écurie, c'est comme un blason. Une casaque, c'est quoi? Une casaque, c'est les chemises des jockeys ou les vestes des ceux qui comme font ça. du sulky, c'est les petits chariots derrière les chevaux. Quand tu crées ton écurie, tu choisis une couleur et un motif en vérifiant que ça n'a pas déjà été pris parce que tu l'as à vie. C'est comme un blason. Oui, il ne faut pas se tromper. Non. D'accord. Donc la couleur de ta toque, c'est-à-dire la petite casquette qui se met par-dessus le casque, ou ta chemise, il faut que la combinaison des couleurs déjà soit une combinaison autorisée et qu'avec les motifs, ça n'ait pas été pris par quelqu'un d'autre. Ce qui doit pas être évident parce que ça a l'air assez limité. Alors après peut-être qu'il y a des écuries qui rendent à un moment, qui ferment, et puis du coup c'est disponible à nouveau. Donc voilà, c'est différent à chaque pays, sur chaque pays. C'est pour ça que les motifs... C'est drôle, ok. Donc tu vois, c'était encore tout un système, un univers différent à découvrir. Et là, je repars sur le film de Cédric Kahn. Trop bien. Donc avec qui tu avais travaillé, on en parlait au début, sur la prière, fête de famille. Voilà, et qui là n'a rien à voir, est une comédie un peu grassante. D'accord. Non, très chouette, et voilà, qu'on commencera à tourner en janvier, donc je vais bientôt attaquer ça. Voilà, si tout va bien, si le Covid, si ceci, si cela. C'est vrai que ce qu'on se disait la dernière fois quand on s'est vu, c'était finalement pas si longtemps avant que la pandémie démarre. Ce qui a un peu bouleversé aussi les méthodes de travail et nos outils artistiques, parce que c'est compliqué, quoi. Tokyo Shaking, c'était avant? Non, c'était avant. Tokyo Shaking, c'était avant, c'était pendant les Gilets jaunes. C'était encore notre problème pendant les grèves. Mais parce non, que t'es allée là-bas? T'es allée au Japon? Non, moi je suis pas allée. Ils sont partis juste 10 jours et tout pour faire des extérieurs. Oui, sinon le reste c'est du studio. C'est tourné à Saint-Ouen. C'est drôle, d'accord. Avec des fonds verts pour la magie du cinéma. Pour rajouter Tokyo. C'est hyper bien fait. Toute l'entreprise est tournée à Saint-Ouen. Et là par contre, il y en a eu le confinement du mois de mars pendant ce gros film là qu'on a fait pendant 6 mois. Donc là c'est plus compliqué parce que t'as du mal à trouver les choses. Puis j'imagine qu'il y a quand même beaucoup plus d'extérieur en plus. Oui. Sur ce film-là, forcément. Heureusement, on avait déjà bouclé une grande partie de la prépa. Mais parce qu'après, il n'y a pas beaucoup de choix. Oui, de toute façon, la question de l'extérieur-intérieur se posait pas. Il y avait juste plus du tout de tournage. Ah non, c'est pas ça. Non, les tournages continuaient. Ah bon? Oui, le confinement de novembre ou de mars. Là, les derniers, tu veux dire. Oui, c'est le premier où tout s'est arrêté. Mais les autres, ça continuait, sauf que tu n'avais plus de magasin. Donc quand tu travailles au costume et que tu n'as plus de magasin, c'est un petit peu compliqué pour faire du costume. Donc les films continuaient. Alors comment t'as fait? Tu retrouvais toutes les costumières de Paris chez les loueurs qui s'arrachaient des chemises et des pulls et des jeans. Énormément de commandes internet, ce qui est terrible parce qu'on fait un métier de toucher quand même. Donc il faut toucher, voir. Donc voilà. Et puis c'était de la débrouille honnêtement. Heureusement, on n'a pas commencé le film pendant le confinement. On avait quand même en fin de préparation. Mais ceux qui ont commencé des prépas, alors que tout était fermé, j'ose même pas imaginer. C'est-à-dire que passer son temps à faire des commandes internet, c'est horrible. C'est horrible. Les trucs arrivent en retard, c'est pas intéressant. La plupart du temps, tu ouvres les trucs, c'est ignoble, ou la matière est moche. C'est horrible. En fait, t'es complètement coincé artistiquement. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. En fait, tu dois composer avec ce que tu trouves. Voilà. Tu dois faire au mieux. C'est pas évident. Tu dois faire au mieux. Et puis je sais plus quelle créatrice que j'ai interviewée qui me parlait aussi des essayages en visio, qui est quand même un concept aussi. D'envoyer les costumes que t'as fait d'avoir l'acteur en visio qui essaie de te montrer ce que ça donne et tout. Ah non, on n'a pas fait ça. C'est folklorique aussi, je pense. Il y avait tous ces protocoles qui étaient très compliqués, forcément, par rapport aux vêtements, par rapport à...
Puis la question qui se posait au début, on ne savait pas trop ce que ça véhiculait, le virus se véhiculait par le tissu. Donc après, quand tu rends des vêtements dans les magasins, qu'est-ce que tu... Tu vois, il y avait toute cette question sanitaire, donc des protocoles extrêmement stricts à suivre au moment des essayages, concernant et les comédiens et nous et tout le monde. Ça a compliqué la vie de tout le monde. Nous, c'est juste que sans magasin, c'est comme si un peintre sans peinture. Oui, c'est ça. Voilà, mais écoute, on y est arrivé. Espérons qu'il n'y en aura pas d'autres. Voilà. Et plein de films. Merci à Alice Cambournac d'être revenue au micro de Profession Costumière, nous parler de Travis Benton, du masculin-féminin au cinéma et de ses nouveaux projets. Vous pouvez retrouver les costumes dont nous parlons sur Instagram, @Profession Costumière. L'exposition Cinémode par Jean-Paul Gaultier vous attend jusqu'au 16 janvier à la Cinémathèque française. Si vous aimez Profession Costumière, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. À bientôt pour un prochain épisode.